Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour notre Zoom. Aujourd'hui, je reçois Yves Lenné. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, bonjour aux éditeurs. Yves Lenné, docteur en droit, ancien enseignant-chercheur à l'université, chef d'entreprise. Yves Lenné, vous nous présentez cet ouvrage en 2 tomes, Le 5e Empire ou la face obscure de l'exception française chez VA Éditions. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce 5e Empire, Yves Lenné ? C'est ce que pourrait devenir la France à bref délai. Un système qui peut évoluer vers un système dictatorial, voire totalitaire, en tout cas autoritaire. Cette perspective existe dans les textes tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle nous sommes encore dans un état de relative liberté, c'est que d'une part, il n'existe pas assez de fonctionnaires répressifs pour appliquer tous les textes. D'autre part, un certain nombre de magistrats, qu'ils soient salués, ont encore le sens des droits de l'homme et des libertés publiques. Ça n'est pas forcément la majorité, mais un nombre suffisant. Et du même coup, ils appliquent les textes avec mesure et avec discernement. Mais on pourrait, je vais vous citer un cas extrême. Vous prenez l'hypothèse, alors je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais c'est juste pour montrer l'énormité de la chose. On pourrait, s'agissant par exemple d'un médecin, c'est très à la mode les médecins aujourd'hui, qui emploie une femme de ménage au noir. C'est un crime horrible, c'est épouvantable. Bon, eh bien, si on appliquait les textes dans leur plus extrême rigueur, tels qu'ils sont, on pourrait, dès l'entrée de la procédure correctionnel pour travail dissimulé, lui saisir la totalité de ses biens et le dépouiller entièrement. Par le jeu d'un certain nombre de dispositions législatives cumulées. Au fond, vous dites que les règles ne sont jamais appliquées. Elles le sont, c'est encore pire. Elles le sont de manière ciblée. C'est-à-dire quand on a besoin de détruire ou d'avertir quelqu'un, alors on applique la règle. Et il ne peut pas se réfugier derrière le fait qu'on ne l'applique qu'à lui. C'est ce que vous avez découvert lorsque vous avez commencé votre mémoire d'étudiant en droit au port de Rouen. Absolument. Dans les dockers, il y avait tout un système de... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était pour imager... Vous m'avez lu avec précision. C'est comme ça que vous êtes rendu compte de cette, oui, ça a été un sujet chose. Pourquoi surprise. un drapeau avec une Francis, que je vais le montrer à nos téléspectateurs, emblème du régime de Vichy sur la couverture du tome 1 ? Alors parce que je pense que le régime de Vichy a été une espèce de cristallisation d'une évolution qui s'est déroulée de manière quasiment linéaire depuis plus d'un siècle. L'évolution, si vous voulez, il y a eu une période qu'on pourrait qualifier de libérale, qui dure depuis, alors on va laisser entre parenthèses la période de guerre et de terreur, qui dure depuis 1789 à la fin du Second Empire et à la Troisième République. Début de la Troisième République. Et puis progressivement, alors il y a un texte bien entendu qui est honni à l'heure actuelle, qui sont le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, qui interdisait les corporations en réalité, qui sont devenus les syndicats, qui sont redevenus des corporations. Et cette interdiction, je dirais, garantissait un système dans lequel les structures ne se reconstituaient pas. À partir du rétablissement des syndicats, alias corporation, par l'abrogation progressive, d'ailleurs ça a été en plusieurs temps, de la loi Le Chapelier notamment, on est arrivé dans un système qui a recommencé à évoluer vers ce que pourrait être un système holiste d'Ancien Régime. Très progressivement, mais de manière entièrement linéaire. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la propriété privée immobilière, qui est un facteur un facteur distinctif, très précis, qui permet de bien voir les choses. Plus la propriété est protégée, plus on est dans un régime de liberté. Plus elle est à la merci de l'État ou des collectivités, plus on est dans un régime autoritaire. C'est le cas aujourd'hui, vous dites qu'il y a aujourd'hui la propriété privée, foncière a été complètement, absolument, a été complètement bouleversée. Mais pourquoi Yves Lenné faire ce drapeau
drapeau avec une francis qui est un titre, le 5e Empire, 5e en référence à la 5e République. Absolument. C'est quoi ce parallèle entre De Gaulle et Pétain, j'allais dire? Ben écoutez, d'abord, je crois savoir que le fils du premier était le filleul du second. Il y a une certaine parenté idéologique entre les deux qui est en réalité la conception économique et sociale d'Albert Demain et de la Tour du Pin, qui est je dirais, le fondement dans les idées de l'un comme de l'autre. Et donc, il y a une parenté. En réalité, bon, il y en a un qui était... Il y a eu la fameuse histoire des 2 cordes à l'arc qui a été citée souvent, qui faisait beaucoup enrager De Gaulle. C'est-à-dire que l'establishment français avait une corde à l'arc qui était Pétain si le Reich gagnait, et une corde à l'arc qui était De Gaulle si les Anglo-Américains gagnaient. Et moyennant quoi, en réalité, ils ont mené la même politique. Alors pourquoi j'insiste sur le régime de Vichy? C'est que le régime de Vichy n'entraîne pas à l'heure actuelle, dans la majorité de l'opinion, l'adhésion. Et expliquer, les litotes sont toujours intéressantes, et expliquer que le système actuel est en réalité inspiré de ce point d'orgue dans l'évolution qu'a été le régime de Vichy, c'est aussi une manière d'aborder une critique de ce système davantage recevable. Pour les hauts fonctionnaires, il n'y a pas de système français, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. C'est quoi l'exception française alors l'exception française, selon les hauts fonctionnaires que j'ai pu consulter, l'exception française, il y a un certain nombre d'exceptions françaises, de particularités françaises. Des particularités qui peuvent être dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine militaire aussi. Bon, il y a des particularités françaises, mais il n'y a pas de système français. Pourquoi disent-ils qu'il n'y a pas de système français? Parce que comme ils en sont les principaux organisateurs et les principaux bénéficiaires, ils pourraient aussi en être les principales personnes critiquées. Et une des caractéristiques, d'ailleurs, qui a plus ou moins été violée lors de cette affaire de ce qu'on appelle le sinovirus, normalement, la fonction publique se cache derrière les politiques. Elle n'apparaît pas. Elle établit les lois et décrets, elle établit la législation dans tous les domaines, la réglementation, et ce sont toujours les politiques qui sont censés avoir agi. En réalité, comme me l'a confié quelqu'un, les ministres ne lisent pas les décrets et les arrêtés qu'ils signent. Donc, la réalité, c'est que ce sont des officines de la haute fonction publique qui font la totalité de la législation et de la réglementation, et ils n'apparaissent pas. Donc, parler d'un système global... C'est ce que l'on appelle le deep state en américain, l'état profond que Donald Trump affirme combattre et que le président Macron, on l'a entendu, a déjà évoqué. Ça pourrait être quelque chose de ressemblant. C'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir est entièrement détenu par la fonction publique et plus particulièrement la haute fonction publique. La réalité du pouvoir. 85% des premiers ministres sont issus de la fonction publique depuis 1958. 6 présidents sur 8. La fonction publique est surreprésentée chez les parlementaires. Il y a 5 700 000 fonctionnaires, plus leurs familles, plus les retraités, plus les gens qui sont sous leur influence. Ça représente 20 millions de personnes. C'est une force irrésistible. C'est ces gens qui vous font dire que l'état de droit français est en déclin ? Tout à fait. Il est en déclin par la multiplication des normes. C'est-à-dire que, à partir de l'instant où une personne, d'abord, ne sait pas exactement quand elle viole la loi ou quand elle ne la viole pas, parce que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est une véritable farce. C'est tellement une farce que le site officiel viepublique.gouv.fr, qui est le site du gouvernement, dit que cet adage est une fiction, mais que c'est une fiction nécessaire, que personne ne peut connaître la loi. Mais que c'est une fiction nécessaire parce que sinon, bien sûr, les gens pourraient se réfugier derrière leur ignorance pour ne pas appliquer la loi. C'est pour ça que les gens prennent des avocats, d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'y connaissent rien, en fait. Tout à fait. Mais ça suffit pas. Parce que l'avocat peut réparer le dommage causé par une méconnaissance des textes, mais il ne peut pas revenir, c'est pas une machine à remonter le temps, l'avocat. Donc si vous avez, sans le faire exprès, violé un texte et qu'on a décidé de vous pointer, parce qu'il faut que les deux conditions soient réunies, à ce moment-là, l'avocat peut essayer de limiter les dégâts, mais c'est pas la machine à remonter le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être pointé, comme vous dites, Yves Lenné ? On peut déplaire,
On peut déplaire. Une fois, il y a fort longtemps, mon père était employé des chemins de fer. Il était très travailleur, il faisait beaucoup de choses, il faisait des suggestions, choses qu'il ne faut jamais faire. Et un haut responsable lui a dit, mon père se plaignait à lui que son avancement n'allait pas tout à fait en conséquence du travail qu'il fournissait. Et l'autre lui a répondu, mais monsieur l'aîné, il ne suffit pas de travailler, il faut plaire. Donc on est dans un système... Comme à la cour. Tout à fait. D'ailleurs, Dominique de Villepin, dont je ne partage pas toutes les opinions, a écrit un bouquin intéressant, très intéressant, qui s'intitule L'esprit de cour, où il critique justement le fait que le président de la République est entouré de tout un ensemble de courtisans et que finalement, il y a, comment dirais-je, un système qui se rapproche du système de l'Ancien Régime. Pourquoi craignez-vous de voir la France, aujourd'hui, Yves Lenné, se transformer en dictature, notamment depuis l'entrée en scène de ce Covid-19? Alors, c'est assez simple. Imaginez qu'en août 2019, on vous ait dit, en mars-avril 2020, vous ne pourrez plus sortir librement de chez vous, la police va patrouiller dans la rue, on va vous demander d'établir à vous-même un laissez-passer horodaté. Vous aurez la possibilité de sortir votre chien, mais pendant une certaine durée seulement. Bien entendu, tous les commerces seront fermés, les industries ne fonctionneront plus ou qu'au ralenti, la liberté du travail sera abolie. On vous aurait dit ça en août 2019, vous auriez dit, mais il a été bercé près du mur, celui qui dit ça. Bon, et bien ça s'est produit. Et ça s'est produit d'une manière extraordinaire parce qu'il n'y a pas eu de révolte, de mouvement. Et parce que les gens avaient peur, terreur. Parce qu'ils avaient peur pour leur santé, Yves Lenné. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un véritable une prise en main de la population par la presse. Toute la presse audiovisuelle, en dehors de quelques structures de presse indépendantes, mais il y en a assez peu. Et il y a des gens qui se sont exprimés, André Comte-Sponville par exemple, qui a dit avec beaucoup de justesse qu'il vaut mieux mourir libre qu'être guéri esclave. Effectivement, il y a eu quelques voix qui se sont élevées, mais la presse a organisé, je pense sciemment, une véritable panique. À cette panique, les différents gouvernements du monde... Mais est-ce que vous pensez vraiment que les journalistes dans les rédactions, peut-être que vous parlez des présidents de chaîne, mais est-ce que vous pensez vraiment que les journalistes dans les rédactions de BFM ou je sais quelle autre chaîne ont vraiment participé sciemment à cette opération ? Je pense que beaucoup ont été entraînés par le mouvement, bien entendu. Mais je pense que l'idée d'organiser un mouvement de panique a été présente à certains niveaux de la formation de l'opinion. Vous dites, Yves Lenné, que la majorité des Français n'est pas prête à se battre pour sa liberté. On a pu le constater. Et vous dites aussi qu'une minorité est capable de tout renverser du jour au lendemain ou quasiment. Qu'est-ce qu'il manque à cette minorité pour l'emporter ? Une organisation et un soutien. C'est ce qui a manqué aux Gilets jaunes, par exemple ? Par exemple. Et puis ils ont été assez vite perturbés, on va dire, par des gens qui, eux, étaient très organisés, qui sont les Black Blocs, qui ont transformé un mouvement qui, au départ, était relativement bon enfant, un peu hostile aussi à l'appareil d'État, en un mouvement qui brûle des cafés, des restaurants et des kiosques à journaux, et qui, évidemment, change complètement de nature à ce moment-là. Mais il faut se souvenir des révolutions de couleur. La révolution orange de Kiev, la révolution anti-Shevardnadze ça m'échappe, la révolution de la place Tahrir au Caire et la révolution de Jasmin à Tunis. Ce sont des mouvements dans lesquels finalement un nombre important mais minoritaire de gens ont renversé des pouvoirs autoritaires et ceci pratiquement sans que le sang soit répandu,
parce que le monde médiatisé, mondialisé, je dirais, d'aujourd'hui, avec tout le monde avec son portable en train de filmer, avec les réseaux sociaux qui font part de la moindre violence policière dans le monde entier en moins de temps qu'il faut pour le dire, ça rend extrêmement difficile la contention d'une foule décidée, même totalement pacifique, par des moyens brutaux. Alors, il y en a un qui a réussi, c'est Bachar el-Assad, mais il fallait accepter de tuer 400 000 personnes. Il fallait s'appuyer sur une puissance étrangère qui a utilisé la force aérienne. Et donc, on est dans un tout autre cas de figure. Dans un État moderne, démocratique, comme a pu l'être dans une certaine mesure l'Ukraine, comme l'a été dans une certaine mesure la Tunisie, ou comme le serait la France, l'idée de faire tirer sur la foule est impensable. Pourquoi vous pensez, Yves Lenné, que, au fond, le pouvoir dans les démocraties occidentales reste très fragile ? Tout simplement parce que le pouvoir, c'est d'abord la légitimité, et c'est ensuite la possibilité d'utiliser la force au service de cette légitimité. Alors, d'une part, la légitimité est déclinante, parce que les gens se rendent compte qu'avec 56% de dépenses publiques, avec des entreprises qui sont à l'agonie, avec finalement un niveau de vie qui ne va pas en s'améliorant malgré tout cela, la légitimité est en réduction. Et d'autre part, ce pouvoir ne peut pas utiliser la force des armes d'une manière brutale. On l'a vu avec les lanceurs de balles de défense. Ce ne sont pourtant pas des armes létales. Mais il y a eu quelques accidents ou quelques tirs tendus vis-à-vis de gens qui y ont perdu des yeux, par exemple, un œil, parce qu'il n'y a pas eu d'aveugle, heureusement. Et ça a suffi à déclencher un scandale. Donc imaginez une situation dans laquelle une foule hétéroclite, éventuellement partiellement armée, s'oppose aux forces de l'ordre. Il est impensable aujourd'hui, comme l'aurait fait naguère le ministre d'Hassan II, Oufkir, d'aller mitrailler la foule avec un hélicoptère d'assaut. C'est impensable. Bien entendu, si une foule, je dirais de nature un peu révolutionnaire, s'oppose à des forces de l'ordre entièrement décidées et utilisant la totalité de leur armement, les forces de l'ordre gagnent obligatoirement. Pourquoi ? Sont entraînées ? Si elles sont décidées. Tout simplement par la supériorité des armes. Les émeutiers, si émeutiers il y a, n'ont pas d'hélicoptère d'assaut. Ils n'ont pas de chars de 45 tonnes. Oui, mais aucun président prendrait la décision de tirer sur des Français dans les rues de Paris. En Syrie, c'est ce qui a été fait. Ah oui, mais bon. Bachar l'a fait. Donc, je ne dirais pas Macron l'a rêvé, Bachar l'a fait. Ça serait méchant, parce qu'il n'en rêve sûrement pas. Mais ça serait plutôt un cauchemar. Mais je veux dire par là que c'est en théorie possible. Dans une démocratie occidentale, c'est en pratique impossible. Comment vous expliquez, au fond, Yves Lenné, que depuis la fin du confinement, les Français ne se soient pas plus fait entendre comme lorsque les Gilets jaunes sortaient dans la rue ? Alors, ça vient un petit peu. Il commence à y avoir davantage de voix qui critiquent. Bon, l'application Stop Covid est quand même très critiquée. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises ou qui vont être prises qui nous rapprochent du régime chinois. C'est-à-dire qu'on parle de traçage, de brigade, Mais ça, on va vous accuser d'être un vilain complotiste, Yves Lenné. Non, absolument pas, parce que d'abord les textes permettent aujourd'hui des choses extraordinaires. Il vient de sortir un texte dans lequel les détenteurs d'armes sont fichés en fonction de leur race, de leur religion, de leurs orientations sexuelles, de leurs activités syndicales, politiques, etc. C'est le décret du 28 avril 2020, c'est pas vieux. Et ce texte montre dans quelle direction jusqu'où on peut aller. On peut aller très loin. Ce fameux confinement était-il nécessaire ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions sanitaires, médicales et autres, et par conséquent, je m'abstiendrai de prendre une position sur sa nécessité sanitaire. En revanche, ce que je constate, c'est que le confinement tel qu'il a été pratiqué en France, en Italie et en Espagne, n'a pas existé en Suède, du tout. Il n'y a même pas eu de fermeture des commerces. Et finalement, la statistique de mortalité de la Suède est inférieure à celle de la France, de l'Italie et de l'Espagne.
En Allemagne, il y a deux Vous vivez Länder. à Berlin. Pardon, je vis à Berlin. À Berlin, je témoigne de ce que j'ai vu. On sortait absolument librement dans la rue, tout le monde continuait à circuler, il n'y avait pas de masque. Il y a eu, les commerces alimentaires, y compris de bricolage et tout, restaient ouverts. Certes, les restaurants étaient fermés, un certain nombre de commerces étaient fermés, mais ça n'était pas le confinement tel qu'on a pu le vivre ici. Il n'y avait pas la police dans la rue. Et d'ailleurs, le gouvernement allemand s'est bien gardé d'imaginer la possibilité que la police puisse être dans la rue pour contrôler les citoyens. Ça aurait fait un ourvari. Et vous me disiez avant cet entretien, quand on se parlait, Yves Lenné, qu'il règne à Berlin davantage de liberté individuelle qu'en France. Oui, à différents points de vue. C'est une question d'ambiance. Alors, c'est très difficile à définir. Bon, je vous dirais bien sûr que Berlin est une ville avec... il y a aussi une très grande liberté sexuelle, il y a une grande liberté artistique, il y a une grande liberté d'expression. La seule chose qui est interdite, évidemment, c'est l'apologie de la période écoulée, on va dire. Ça, c'est formellement interdit. Mais même dans ce domaine-là, il n'y a pas l'équivalent en Allemagne de la loi Avia, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il y a effectivement des textes visant à empêcher la propagation de la haine, mais il n'y a pas de texte aussi restrictif de la liberté individuelle qu'on peut le rencontrer ici. Vous allez même jusqu'à dire, et je voulais vous poser cette question avant, Yves Lenné, que notre excès de normes et de lois nous rapproche de l'Union soviétique ou du Troisième Reich. Oui, dans la mesure où vous avez actuellement, c'est ce que j'explique dans mon livre, environ 8 millions de dispositions applicables en France. 8 millions de dispositions, je n'ai pas dit 8 millions de textes. Un texte peut comprendre, vous prenez le Code de la sécurité sociale, il y a 14 000 articles. Donc, il y a 8 millions de dispositions. Alors, c'est inconnaissable. Et par conséquent, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça permet de pointer qui on veut, quand on veut et où on veut. Alors, qui on veut, quand on veut et où on veut, ça nous rappelle une certaine organisation des années 60, et qui était, ou qui est répertoriée comme ayant quand même pratiqué le terrorisme. Donc, qui on veut, quand on veut... Pardon ? Dites-la nous. Ouais. Et donc, je ne porte pas de jugement de valeur, c'est un jugement, c'est un constat de fait. Constat de fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pouvoir ruiner, priver de liberté, détruire la vie, sans le tuer évidemment, de qui on veut, quand on veut et où on veut, c'est du terrorisme d'État. Est-ce que vous pensez, Yves Lenné, que cette crise... on pourra en sortir avec une action de l'État? Je crois que la meilleure façon d'en sortir serait une inaction de l'État. C'est-à-dire que on a déjà à l'heure actuelle un État qui s'occupe trop de tout. L'État aujourd'hui, ce que je vous expliquais avant qu'on entre sur ce plateau, l'État aujourd'hui s'occupe de tout. Il s'occupe de santé, il s'occupe de vendre des avions, il s'occupe de construire des chemins de fer à l'étranger, il s'occupe d'exploiter des autobus. La RATP exploite des autobus à New York. C'est amusant, j'ai vu ça. J'étais à New York il y a 3 ans, j'ai vu un autobus avec un autocar, avec un rond vert et un serpent bleu au milieu, RATP. La Régie autonome des transports parisiens exploite des autobus à New York. Bon, ça, c'est un établissement public d'État. C'est absurde. C'est-à-dire, si l'État Mais l'État sont habitués un petit peu à être pris par la main par l'État. Les Français ne sont pas des Américains. Certes, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Si vous prenez l'époque de Louis-Philippe ou de Napoléon III, l'État était beaucoup moins présent. Est-ce que vous pensez que les Français ont envie d'être sauvés par l'État? On a vu que il y avait ces commandes de masques qui tardaient à venir. On attendait tous ces masques. Aujourd'hui, il y en a certains qui disent que ça ne sert à rien de les porter. Est-ce que c'est le rôle de l'État de sauver la santé de ses citoyens? Écoutez, d'abord, je citerai en 1 minute l'exemple allemand. En Allemagne, où les choses se sont passées de manière beaucoup moins grave qu'en France, tout le monde le reconnaît, mais par contre, ce que personne ne dit, c'est que la majorité du système hospitalier allemand est privé. C'est-à-dire que depuis la... ça, si vous dites ça en France, vous allez vous faire... Ça sera le pas... privé, c'est l'horreur, quoi. Vous voulez gérer la santé des Français comme une PME
C'est plutôt une grosse grande entreprise. C'est plutôt une grande entreprise parce qu'il y a 3 grandes entreprises, 3 gros concerns en Allemagne qui contrôlent la majorité du système hospitalier. Depuis l'agenda 2010 du chancelier Schröder, qui n'est pas un homme d'extrême droite, à ma connaissance, ni de droite d'ailleurs, parce que c'est un social-démocrate. Et l'agenda 2010 de Schröder a remis l'Allemagne sur les rails et l'a doté finalement d'un système de santé efficace, privé. Majoritairement privé, pas uniquement privé, majoritairement privé. Et donc, si vous voulez, je crois que attendre tout de l'État, c'est en même temps et dans une certaine mesure accepter de s'asservir à l'État. C'est-à-dire que la liberté ne peut venir dans une large mesure que d'un retour de l'État à ses pouvoirs régaliens qu'il n'exerce pas. Par exemple, je vous avais cité... la défense. Remarque, ils sont sous l'OTAN, donc pas forcément. Non, mais il n'exerce pas ses pouvoirs régaliens, par exemple, dans le domaine de la régulation des grandes entreprises. Si on disait à une grande entreprise, vous investissez en Chine, mais vous devrez provisionner la totalité de l'investissement parce que ça ne répond pas à la norme IFRS 13, eh bien, la grande entreprise n'investirait pas en Chine. Et ça, c'est le rôle de l'État de lui dire. Par contre, à partir du moment où l'État... en même temps, cherche à soutenir cette entreprise pour exporter, par exemple, ne peut pas en même temps lui dire n'allez pas en Chine. Donc, on est obligé de tordre l'application de la norme pour favoriser le petit commerce ou le très grand commerce. Yves Lenné, c'est la fin de notre entretien. Je vais rappeler donc le titre de votre ouvrage en 2 tomes chez VA Éditions, le 5e Empire, avec une Francisque et les droits de l'homme inscrits sur les couvertures. Yves Lenné, merci d'être venu sur ce plateau, sur le plateau de TV Liberté. Merci beaucoup.